Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on va parler des conseils pour acheter et financer un bien immobilier dans la région de Washington, D.C. Au programme, on a donc quelles sont les étapes pour acheter en tant qu'expatrié dans la région de Washington. On va vous présenter un petit peu le marché de Washington, D.C. et de ses alentours, à ne pas confondre avec Washington State, bien sûr, qui est vraiment beaucoup plus loin. Quels sont les endroits privilégiés en tant que nouvel acheteur ou investisseur? On va aussi voir les différents types de biens. On va aussi parler, bien sûr, des taux. Et puis, on va voir aussi comment bien choisir son agent immobilier. Et puis, on finira par le financement. Alors, aujourd'hui, on a de la chance. On a deux expertes. On a Mounira Almoud. Elle est realtor donc, dans la région de Washington. Elle s'occupe de la région aussi de Virginie et puis du Maryland. Elle est experte immobilier pour les expatriés francophones. Et puis, on a une habituée, Betty Benzakein, spécialiste des prêts hypothécaires et conventionnels, et même jumbo pour les emprunteurs internationaux. Et elle est avec HSBC. Voilà. Donc, vous le savez, on fait toujours une petite présentation pour essayer de répondre à l'intégralité des questionnements que vous pouvez avoir. Et puis, vous pouvez dès à présent poser vos questions en bas dans le Q&A ou sur LinkedIn si vous nous suivez sur LinkedIn. Et puis, moi, je les poserai à la fin. Allez, Mounira, je te laisse démarrer la présentation et puis moi, je reviendrai pour te poser quelques questions. Merci beaucoup, Romain. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette deuxième année. On avait fait le webinaire l'année dernière et cette année, donc je suis maintenant licenciée en Virginie et dans le Maryland, en plus de Washington, D.C. Donc, j'aide les clients dans leur achat et location résidentielle. J'ai récemment aussi commencé à faire de la location commerciale. Donc, j'aide un petit peu dans tous ces aspects. Donc, moi, j'habite aux États-Unis depuis presque plus de 13 ans. J'ai commencé ma carrière dans le journalisme et maintenant, je suis agent immobilier. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime aider les gens. Je suis donc francophone, française, mais je vis aux États-Unis. Je suis bien installée aux États-Unis, donc je connais très, très bien le marché de la région. Et je suis prête à aider donc tous les francophones qui sont là et qui regardent le webinaire. Alors, je voulais commencer d'abord par une petite introduction sur qu'est-ce qu'un realtor, parce que parfois on entend real estate agent et realtor et on confond un peu les deux. Donc, realtor, c'est un agent immobilier qui a signé une charte d'éthique avec l'Association nationale des realtors et qui donc doit suivre rigoureusement les règles qui régit cette charte et cette organisation. Donc, par exemple, on doit mettre les avantages et les intérêts de nos clients en avant même nos propres intérêts. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, surtout quand je travaille avec des expatriés qui n'ont pas l'habitude de faire du business aux États-Unis. Donc, c'est très important qu'ils posent les bonnes questions et qu'on soit là pour les représenter. Moi, personnellement, j'aime dire que c'est toujours une relation à deux sens. Donc, la manière dont je travaille, c'est que d'abord, je fais une consultation, soit en ligne, soit en personne, et j'explique un petit peu comment marche le processus, comment moi, je fonctionne avec mes clients. Et c'est une relation à deux sens parce que moi, j'attends trois choses vraiment de mes clients. C'est qu'ils soient communicants, qu'ils communiquent assez souvent et honnêtement, qui soit prêt, c'est-à-dire qui respecte les choses à faire en temps et en heure. Donc, par exemple, on va parler du processus d'achat, de comment se préparer, quelles sont les étapes à respecter au début, et surtout qui soit honnête et que donc moi je rends la même chose à mes clients et encore plus. Donc, en tant que realtor, j'ai accès à un réseau illimité de toutes les propriétés qui sont en location ou en vente dans la région de Washington, D.C., dans le Maryland et en Virginie. J'ai aussi accès à ce qui est en vente en Pennsylvanie et en Virginie de l'Ouest. Je ne suis pas licenciée là-bas, mais je peux vous trouver des realtors. Donc, en tant que realtor, on est donc vraiment une communauté assez
serré et on s'aide beaucoup entre nous. Voilà, donc ensuite, donc, voilà le processus pour achat d'une maison dans la région de Washington, D.C., qui est, je dois dire, assez semblable aux États-Unis en général, mais pas vraiment à comment on fonctionne en France. Donc, par exemple, la chose la plus importante, et c'est pour laquelle on a Betty avec nous aujourd'hui, c'est la pre-approval. Pre-approval, à ne pas confondre avec pre-qualification, qui est donc le niveau numéro 1, on va dire. Pre-approval, c'est un niveau un peu plus élevé. Donc, une fois que vous trouvez un realtor, vous pouvez leur demander des recommandations par rapport à quelle banque ou quel lender ils suggèrent en fonction de leur profil et du type de bien qu'ils veulent acheter. Donc, il y a différents produits, différents prêts, différentes manières d'approcher la chose. Mais la leçon numéro 1, c'est vraiment d'être pre-approved, donc d'avoir tous ces documents prêts, de regarder son credit score, si vous en avez un. On va revenir sur le fameux credit score qui est un petit peu confus pour beaucoup d'expatriés, mais c'est vraiment la condition essentielle. Donc, en général, il y a vraiment très peu de realtors qui vont accepter de vous emmener voir des maisons sans savoir combien vous pouvez dépenser. Et moi, je dis souvent, c'est aussi qu'est-ce que vous êtes confortable avec. C'est-à-dire que on peut vous approuver pour 480 000, mais moi, je regarde le montant mensuel que vous ne voulez pas dépasser. Et c'est comme ça que j'aide aussi mes clients à rester dans leur budget, surtout quand ils transitionnent entre la location et l'achat. Donc ensuite, une fois que vous avez votre pre-approval en main, on va commencer nos recherches et c'est là où on va vraiment travailler main à main, regarder ce qui est disponible. Moi, je vous montrerai chaque semaine les nouvelles arrivées. Vous, si vous avez de votre côté maintenant avec Zillow et tous ces sites donc, qui utilisent les informations que le realtor va entrer dans le système, donc ces informations maintenant sont publiques. C'est vraiment ce que j'aime aux États-Unis, c'est qu'on partage toutes les informations avec le public. Donc chacun peut voir combien la maison du voisin s'est vendue il y a un an ou combien ça coûte au mètre carré d'acheter dans le quartier où il y a l'école où on veut que nos enfants aillent. Donc c'est vraiment un système ouvert, mais un système où il faut quand même être avec un realtor pour être protégé, parce qu'il y a pas mal de pièges à éviter. Donc, et les realtors sont là pour vous protéger, spécialement pour les acheteurs. Donc, une fois qu'on trouve, j'ai envie de dire la perle rare, mais j'ai aussi envie d'expliquer que la perle rare parfois n'existe pas, surtout pour un premier achat, pour un acheteur qui n'a jamais acheté aux États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, à vouloir avoir trop de critères, et ça m'est arrivé avec un couple de Français l'année dernière qui étaient vraiment des gens formidables et qui voulaient acheter, mais leurs critères étaient beaucoup trop restreints. Et c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à essayer de comprendre que ce qu'ils cherchaient n'existait pas. Ça n'existait pas dans leur budget. Donc, il faut savoir faire des compromis. Et en général, il y a au moins un compromis à faire. Ça peut être la taille, ça peut être le prix, ça peut être la géographie, ça peut être la condition du bien. Est-ce qu'on veut quelque chose de super moderne? Est-ce qu'on veut quelque chose où on a un peu de travaux à refaire? Donc voilà, c'est quelque chose, surtout si on achète en couple, à bien discuter et à voir ensemble quel compromis est-on prêt à faire. Ensuite, la fin logique serait le closing, mais j'insiste sur l'inspection parce que l'inspection, c'est donc une étape super importante, surtout si vous vous engagez avec ce bien aux États-Unis et que vous avez toute intention de le revendre et de faire un profit. Si vous ne faites pas, ça dépend des États. Voilà. Donc, si vous ne faites pas d'inspection, par exemple, en Virginie, si vous décidez de ne pas faire d'inspection, ce qui est arrivé beaucoup pendant euh, la flambée des prix, pendant Covid, où les gens faisaient des offres à droite à gauche et étaient complètement débordés par le fait que les offres que leurs compétiteurs faisaient étaient beaucoup plus hautes. Donc, ils essayaient de rendre leurs offres plus alléchantes en disant, bon, ben, moi, je ne fais pas d'inspection,
je prends l'appartement tel qu'il est, je prends la maison, je m'engage. Moi, je déconseille ce genre d'approche. Pourquoi? Parce que, par exemple, en Virginie, c'est un buyer's beware state. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne posez pas les questions au realtor qui représente le vendeur, lui, il n'a pas à vous dire qu'il y a des souris ou qu'il y a eu des dégâts des eaux ou qu'il y a le toit qui va s'effondrer dans 5 ans ou dans 4 ans. Voilà, lui, il n'a pas à vous dire ça, même s'il est au courant. Par contre, si vous lui demandez, il est obligé de vous le dire. Washington, D.C., ça fonctionne différemment. Washington, D.C., euh, on doit disclose des informations. Donc, ça dépend de là où vous achetez. C'est pour ça qu'on a une licence dans chaque État et c'est pour ça que c'est important d'avoir un agent qui travaille, si possible, dans les 3 États et qui connaît bien les différents aspects. Mais donc, voilà, l'inspection, c'est très important. Une fois qu'on va avoir l'offre acceptée, on pourra demander l'inspection. Vous pourrez choisir l'inspecteur. Moi, j'en connais qui sont très bien, mais c'est à vous de les choisir. C'est à votre coût. En général, c'est dans les 450 à 600. Ça dépend de la taille du bien. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'inspecteur va vous donner un rapport. Il sera là d'ailleurs. Enfin, vous pouvez être avec lui. Et j'encourage tous les acheteurs à être présents. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'inspecteur a fini, vous pouvez lui poser des questions. Et les inspecteurs, ils adorent. Ils adorent ça. Ils adorent parler, ils adorent raconter des histoires de ce qu'ils ont vu dans d'autres maisons. Ils adorent vous donner des conseils, des tips. Donc ça, c'est toujours bien. Mais le plus important, c'est le rapport. Une fois qu'on a le rapport à main, moi, je vais vous aider à décider ce qui est important, ce qui n'est pas important. Par exemple, là, j'ai vendu une maison, on a eu une offre le jour de Noël, 2 jours après Noël. Et c'était une très belle maison. Bon, il y avait quelques petites choses, mais l'acheteur ne savait pas faire la part des choses entre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Donc, c'est toujours important d'avoir un agent qui vous représente et qui va vous dire, bon, ça va coûter peut-être 5 000 $. On va se focaliser sur ça. Voilà, on va pas se focaliser sur le fait que cette prise électrique ne marche pas. Ça peut être on peut peut-être le réparer pour ça. Bon, bien sûr, il faut ramener un électricien qui a sa licence, mais dans le sens où il faut pas prendre tout et demander tout au vendeur. Ça risque de pas passer. Il faut se focaliser sur ce qui va coûter le plus cher et ce qui est le plus urgent. Donc, une fois qu'on a fini l'inspection, bien sûr, on a le closing. Le closing, c'est le jour de la signature, c'est le jour où vous allez avoir vos clés, vous allez, juste avant, pardon, il y a l'état des lieux. Donc, ça se fait soit un jour avant, soit le jour du matin du closing. Vous allez juste vérifier que la condition de la maison ou du bien que vous achetez est, est la même que lorsque vous l'avez vue pour la dernière fois ou lorsque vous avez soumis votre offre. Donc, ça, c'est les petites étapes, mais vraiment, le closing, c'est le jour où vous célébrez, vous êtes heureux, vous signez, et il faut savoir que tout peut changer jusqu'au jour du closing. Donc, attention à ne pas être euh, trop heureux avant le closing. Closing day is the most important, but we need to make it to closing day. Ensuite, donc pour le marché de Washington, moi, je reçois beaucoup, beaucoup de questions pour quel est le marché à Washington. Et c'est vrai que on a souvent l'habitude de parler d'autres villes qui sont un peu plus glamour, mais Washington, D.C., c'est une ville qui est très compétitive. Et quand je dis Washington, D.C., c'est Northern Virginia, Maryland, mais surtout donc la proche banlieue de Washington, D.C. Pourquoi c'est très compétitif? Parce que Washington, D.C., ça a été historiquement isolé du reste du pays en termes de crise et en termes de tout ce qui a pu se passer financièrement, économiquement, socialement. C'est une ville où il y a quand même le plus gros employeur, le gouvernement, toutes aussi les emplois militaires, les lobbies, les grosses organisations, ils ont tous leur siège ici. Par exemple, Loudoun County, là où j'habite, qui est vraiment juste à côté de Washington, D.C., à côté de Dallas Airport, c'est le comté le plus riche et le plus cher des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi toutes les installations IT. Donc, il y a énormément de gens qui gagnent dans les 150, 200 000 par an, minimum.
Et donc, c'est reflété sur le prix des maisons, sur la compétition pour avoir ces maisons qui, au final, vont coûter plus cher. Complexe, pourquoi? Parce que c'est pas toujours évident d'expliquer aux gens qui arrivent pourquoi un appartement coûte aussi cher, pourquoi une maison coûte aussi cher et comment vraiment naviguer le marché. Il y a des endroits, bien sûr, où il y a des opportunités. Il y a des endroits où on peut trouver des offres, où on peut négocier. Il y a même des situations parfois. euh, voilà, il y a toujours des divorces, il y a toujours des déménagements forcés, il y a toujours des situations où les gens doivent déménager. Et ça se reflète parfois dans le prix, ça se reflète dans la manière dont on peut approcher aussi l'offre. L'inventaire est super restreint, il faut savoir. Ça, c'est un problème qu'on a eu à l'échelle nationale dans les grandes métropoles. Mais Washington, D.C., ça reste très restreint parce qu'on a beaucoup de travailleurs internationaux qui viennent et beaucoup de gens qui ont des familles aussi et qui veulent tous habiter autour des bonnes écoles, autour des centres d'intérêt les plus importants, autour de Washington, D.C. Voilà, personne ne veut conduire plus de 35-40 minutes pour aller au travail. Donc, c'est très restreint. On a beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'offres. Et pourquoi? Une deuxième raison, bien sûr, c'est les taux d'intérêt. Donc, je ne vous cache pas et je ne vous l'apprends pas, en 2020-2021, on a eu une anomalie des taux d'intérêt qui ont vraiment été exceptionnellement bas historiquement. Donc, voilà, on a eu du 2 à 3%, ce qui était du jamais vu. Les gens donc, se sont rués pour acheter des maisons. Ceux qui ont acheté et qui ont eu et qui ont donc réussi à avoir ce taux et à le garder, aujourd'hui, ils ne veulent pas vendre leur maison. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on a un réel manque d'inventaire en termes de maisons dans la région de Washington, D.C. parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi est-ce que je vais vendre ma maison qui est à 3%, même si j'ai envie de déménager, même si j'aimerais bien aller voir ailleurs, en fin de compte, ça ne vaut pas la peine pour moi. Donc, c'est toujours ce jeu, cette valse entre l'offre et la demande qui dicte vraiment le marché et qui va le dicter pendant plusieurs années. C'est juste, c'est la logique du marché. Mais c'est un marché qui est assez stable et je vais vous montrer sur le prochain slide pourquoi c'est assez stable à Washington, D.C. En règle générale, Washington, D.C. proper a une appréciation, donc c'est la valeur de votre maison qui augmente, de 5% par an. C'est assez bien, on va dire. C'est un chiffre qui est assez bien et qui donc en 15 ans a ramené 75% pardon, d'appréciation pour les propriétaires. Ça paraît même énorme parfois quand on regarde la courbe comme ça, mais c'est un chiffre qui s'explique donc parce que ce que je vous ai expliqué, cette région est une région forte, une région riche, une région jeune, une région diverse et une région qui attire. Elle attire continuellement. Il y a énormément de gens aussi qui travaillent de chez eux, donc ils n'ont pas besoin de déménager. Et s'ils ont déménagé, ils sont déménagés en Virginie. Ils ont pris la maison avec le jardin, donc ils ont contribué à cette hausse du prix des banlieues proches de Washington, D.C. Donc, voilà, maintenant, on a les banlieues proches, on a aussi le métro qui va jusqu'à Dulles Airport. Donc, Washington, D.C., c'est vraiment une métropole qui bout en termes d'immobilier. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Mais personnellement, moi, ce que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est ce chart que j'ai créé, donc entre acheter et louer. Donc, on parle souvent du fait que oui, mais être locataire, c'est beaucoup mieux qu'être propriétaire parce qu'on n'a pas à réparer la machine à laver, on n'a pas à se soucier des taux d'intérêt, on n'a pas à se soucier des taxes. Et c'est vrai. Mais lorsqu'on regarde ce petit chart ici, vous pouvez voir par exemple que, euh, disons, admettons que le loyer moyen soit 4 000 $, parce que j'ai rarement vu des loyers à 2 000 $, à part si vous êtes un jeune étudiant ou un travailleur tout seul et que vous arrivez vraiment à avoir un deal. Mais disons 4 000 $. Donc en un an, vous allez dépenser 48 000 $.
En 5 ans, ce sera 240 000. En 10 ans, 480 000. Félicitations, vous venez d'acheter à votre propriétaire sa petite townhouse à Loudoun County. Voilà. Donc, vous lui avez payé sa townhouse en 10 ans. Vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Sur le long terme, pas grand-chose. Sur le court terme, oui, vous êtes locataire, vous n'avez pas à vous soucier des problèmes. Mais quand on regarde vraiment l'immobilier, c'est sur le long terme. Et sur le long terme, vous avez même dépensé en un an vos closing costs, vos down payments peut-être, une partie du down payment, donc de l'apport que vous allez avoir besoin pour le prêt. Et ce tableau vraiment vous montre ces chiffres-là et c'est important de voir que on arrive par exemple à presque 1 million de dollars, à 5 500 sur 15 ans. Donc ce sont quand même des chiffres assez considérables et des chiffres qu'il faut voir. Donc on parle beaucoup du taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt historiquement, il n'est pas à 2%. Voilà. On va pas retrouver le taux à 2%. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. D'ici au moins plusieurs années, même, et si ça revient, on ne sait même pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en général, on voit plutôt du 8-10%. C'était historiquement ce qui s'est passé. Maintenant, si vous le voyez là ici, depuis donc 2005-2006, on est quand même beaucoup plus proche des 7-8%. Là, dernièrement, au jour d'aujourd'hui, c'est entre 6,3, 6,7. Donc, ça dépend de plusieurs aspects. Donc, ça dépend de votre credit score, très important. Et ça dépend aussi du type de bien que vous allez acheter, de plusieurs aspects que Betty va vous parler. Ensuite, donc, la vraie question, c'est est-ce que j'attends d'acheter pour que les taux baissent ou est-ce que j'achète maintenant et que je refinance? Si je peux vous donner une idée de combien de fois j'ai reçu cette question et cette question qui vraiment tracasse les acheteurs, c'est incroyable à quel point on n'a toujours pas une réponse qui peut être claire et simple à expliquer. Moi, je dis toujours, le taux d'intérêt n'est pas censé diriger votre décision pour plusieurs raisons. Déjà, comme on l'a vu sur le slide précédent, le taux d'intérêt, il change. D'accord? Votre bien, votre maison, elle ne va pas changer. Elle sera votre maison. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il est refinanciable. Voilà, une fois que les taux changent, vous pouvez refinancer. Il y a un petit coût qui est associé à ça, mais c'est un coût qui est quand même pas si important compte tenu de l'appréciation et du capital que vous allez gagner sur le long terme. Et troisièmement, on ne peut pas prendre une décision sur le taux d'intérêt parce qu'en fin de compte, le paiement mensuel, les gens voient le paiement mensuel comme la dépense la plus importante dans leur maison. Mais ce n'est pas vrai parce que si vous décidez, par exemple, de vivre dans votre maison pendant 4 ans et ensuite de la louer, vos dépenses les plus importantes ne seront pas le paiement mensuel, vu que ce sera votre locataire qui va vous le payer. Vos dépenses les plus importantes seront peut-être les réparations, peut-être changer la machine à laver, peut-être payer un agent immobilier pour qu'il vous trouve un locataire qui a des références. Vous voyez, donc c'est une question de vision. Est-ce que notre vision est restreinte ou est-ce que notre vision est plus ouverte et voit le long terme? Et c'est très important de parler à des professionnels qui peuvent vous expliquer la différence. Donc, là, par exemple, j'ai créé un autre petit chart. J'aime bien les petits charts parce que je pense que ce qui est visuel est beaucoup plus simple à comprendre. Donc là, c'est le coût d'attendre. Donc, le coût d'attendre 1 an ou 2 ans. Donc, imaginons que vous trouvez une maison ou disons une townhouse, parce qu'à ce prix-là, c'est plutôt une townhouse, qui coûte 600 000 à Fairfax County ou même à Washington, D.C. OK, une petite townhouse. Vous avez 20% d'apport. Vous allez devoir emprunter 480 000. OK. Les taux qui sont ici sont les taux de l'année dernière. OK, on est un peu descendu. On ne va pas dégringoler, mais on est un peu descendu. On s'attend d'ailleurs à la fin du Q4 de 2024, quelque chose de proche peut-être
de 5,8. Donc, voilà, on n'a toujours pas des réponses claires on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais c'est la tendance. Donc, imaginons que votre paiement mensuel soit un peu plus de 4 000. Vous attendez un an, oui, votre taux va être réduit, mais vous allez devoir apporter plus d'argent, la maison coûtera plus cher, il y aura aussi plus de compétition, il ne faut pas l'oublier, parce que 6,5 versus 7,8, on a beaucoup plus d'acheteurs. Là, je vous le dis, moi personnellement, j'ai déjà 4 acheteurs qui se sont un peu plus réveillés et qui comprennent qu'il est temps d'avancer, que l'inventaire va être de plus en plus restreint, la compétition va être de plus en plus rude. Mais admettons donc que votre taux soit à 6,5, oui, votre paiement mensuel est réduit, mais vous avez perdu 24 000 $ en appréciation. Oui, vous allez me dire, c'est peut-être pas tant que ça. Sur 2 ans, c'est 48 000. Mais en réalité, donc si on prend les coûts de refinancement, vu qu'on en a parlé, en réalité, donc c'est 20 000 et 50 000. Mais si on revient au loyer, parce qu'il faut bien habiter quelque part, le moment où vous attendez. Donc, vous allez payer votre loyer de 50 000 $ par an, sachant que d'ailleurs, le loyer augmente aussi. En général, environ 3% en moyenne dans la région de Washington, D.C., 3 à 5%. Donc, vous allez dépenser 20 000 en coût d'attente, plus 60 000 en loyer. C'est 80 000. C'est votre down payment, donc votre apport. Donc, la manière dont vous voulez le voir, c'est à vous de décider, mais les chiffres sont là, le raisonnement est là pour comprendre que si vous êtes aux États-Unis pour au moins 5 ans, moi, mon conseil, c'est de trouver un bon investissement et d'acheter et d'avoir aussi les bénéfices d'être propriétaire. Quels sont ces bénéfices, ces avantages? Alors, par exemple, donc, on a parlé du loyer qui augmente, paiement stable. Vous n'avez pas un propriétaire qui va venir chaque année vous dire le loyer augmente de 5%. Ou bien je ne veux pas de chien, je ne veux pas de chat. Voilà, c'est vos règles, votre maison, vos règles. Les avantages fiscaux. Alors, il y a pas mal d'avantages fiscaux. Je les ai écrits pour être sûr que je ne me trompe pas. Mais en général, il y a quelque chose qu'on appelle déjà qui est très attirant et qu'on appelle capital gains tax. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent mariés. Il faut savoir que si vous êtes marié et que vous faites une plus-value, donc vous ne payez pas de taxes sur les premiers 500 000 $ quand vous vendez. Ils ne sont pas imposables sous certaines conditions. Donc, c'est quand même extraordinaire. C'est quelque chose que vous n'aurez pas en tant que locataire. Vous avez aussi la possibilité de déduire certains frais de rénovation, d'aménagement dans votre maison, qui vont donc augmenter la valeur aussi. Donc, non seulement vous contribuez à la valeur de votre bien, mais en plus, vous n'êtes pas imposable dessus. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi sur les mortgage payments, donc le paiement mensuel de votre prêt, vous pouvez déduire les intérêts annuels. Parce que le paiement mensuel, ça comprend quoi? Ça comprend votre principal, vos assurances et taxes, donc les impôts. Donc, c'est un montant global, mais à l'intérieur, il y a une partie qui est non imposable. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez attractif pour les investisseurs et pour les propriétaires, tout simplement. Alors, quels endroits privilégiés à Washington, D.C., en Maryland, en Virginie? Donc, ça, c'est une question que je reçois souvent en termes de je veux un deal. Voilà, je veux mon deal, je veux faire une bonne affaire. C'est assez compliqué de faire une bonne affaire en ce moment aux États-Unis et à Washington, D.C., je peux vous le dire. La raison reste la même, l'inventaire est restreint. Vous, vous aurez du mal à négocier quelque chose plus bas que ce qui est possible de l'avoir parce que c'est juste pas possible. Il y a trop de compétition. Donc oui, vous pouvez essayer de négocier sur certaines choses, mais la meilleure chose à faire, c'est vraiment de regarder les quartiers et les endroits qui sont en train de grandir. Je vous donne un exemple. Par exemple, à Maryland, on a Fort Washington. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Fort Washington. Pourtant, Fort Washington, c'est à 10-15 minutes maximum, 10 minutes en voiture de Washington, D.C.
C'est à 5 minutes du grand casino MGM et de National Harbor, qui est un endroit sublime avec donc la rivière, avec des restaurants, des trucs super sympas. C'est une région qui est en train de croître beaucoup, mais le plus intéressant, c'est que c'est une région qui est bordée par la rivière et juste en face, on a Alexandria. Pour ceux qui connaissent la Virginie et la région, Alexandria, c'est une région qui est très, très chère. Donc, en fin de compte, Alexandria, quand vous habitez sur Alexandria, et même que vous êtes sur l'eau ou juste à côté, vous regardez Fort Washington. Et vice-versa, Fort Washington, vous regardez Alexandria. Par contre, Fort Washington, en ce moment, il y a des maisons qui sont disponibles à 350 000, 400 000 et qui peuvent se louer dans les 3 000 par mois. Alexandria, vous ne trouverez pas ce genre de maison, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Les maisons à Alexandria, c'est $1 million minimum. Donc voilà, ça c'est le genre d'exemple que je donne à mes clients et je les emmène. Je les emmène à Fort Washington, je les emmène en Virginie, je les emmène même à Frederick, qui est un peu plus loin, mais qui reste quand même un endroit où on peut investir. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Il faut savoir qu'à Washington, D.C., il y a des deals. Moi, j'en vois, j'en trouve même pour mes clients. Ce genre de deal, parfois, c'est très souvent d'ailleurs, c'est des maisons qui sont où il y a un peu de travaux à faire. Voilà, il ne faut pas avoir peur de soulever les manches et de faire un peu de travail ou bien de faire appel à un ouvrier et de négocier les prix parce qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à travailler et à aider. Mais dans les quartiers donc, de Northwest, Northeast, Northeast, par exemple, il y a H Street, le H Street Corridor, qui a connu ces dernières 5 années une expansion vraiment importante. Donc, on trouvait avant des appartements à 300, 350 000 qui maintenant sont à 450 000 minimum. Et c'était en 5 ans. Donc, comme je vous dis, c'est quand même une appréciation assez importante. Donc, c'est toujours le jeu entre l'appréciation, le taux d'intérêt, qu'est-ce que je fais? Et la pire des choses, c'est de ne rien faire. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que c'est important quand on vit dans cette région d'être au courant du marché. La Virginie, moi personnellement, donc j'habite à Loudoun County. Je peux vous emmener jusqu'à Middleburg, qui est le paradis pour les gens qui aiment faire du cheval. C'est des maisons mais fabuleuses. Il faut avoir un budget de 2 à 3 millions de dollars minimum. Entre ça, il y a aussi Aldi. C'est une ville qui est en train justement de prendre beaucoup de valeur. Il y a aussi Chantilly, Centerville. Après, vous avez Fairfax County, qui est beaucoup plus proche de Washington, D.C., avec certaines villes, par exemple, comme Vienna, qui est une ville qui est déjà totalement saturée. Il y a énormément de docteurs, par exemple, qui ont déménagé là-bas. Et la valeur des maisons a complètement augmenté. Je ne vous parle même pas de McLean. Mais pourquoi pas Oakton? Oakton, c'est collé à Vienna, c'est une alternative. Et en général, 50, 60, parfois même 100 000 moins cher que Vienna. Donc, il y a toujours des opportunités qu'on peut saisir, mais ça dépend de comment vous travaillez et de votre relation aussi avec votre realtor, qui est très, très importante. Alors, je vais vous montrer rapidement le MLS, donc c'est le Multiple Listing Service. C'est le système que nous, realtors, utilisons. Donc, j'ai ouvert la page ici en direct, juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, donc, moi, par exemple, je peux vous montrer, comme je vous ai dit, tout ce qui était disponible dans la région à la vente ou à la location. Donc là, on va faire une petite recherche et c'est très détaillé. Donc, par exemple, on peut chercher par county. Voilà, on va faire, disons, Fairfax County. Voilà. Ensuite, on peut chercher par subdivision. Donc, si vous connaissez le nom d'une subdivision, donc c'est-à-dire d'un petit quartier que vous avez vu que vous aimez beaucoup, sinon on peut mettre le code. On va commencer par ça. Et school district, très important. Je dis toujours à mes clients, oui, nous, on n'a pas d'enfants, on s'en fout. OK, c'est super, vous vous en foutez. Mais pourquoi c'est important le school district? Parce que les maisons qui sont dans les school districts qui sont très demandées sont plus chères. Et leur valeur va stagner ou augmenter. Elle ne va pas descendre. Ça, c'est important à savoir. C'est un facteur que les gens recherchent beaucoup. Ils sont prêts à déménager, ils sont prêts à faire 40 minutes, 50 minutes
de voiture tant que leurs enfants vont dans les écoles qu'ils veulent. C'est très important. Donc, parfois, c'est peut-être pas pour les appartements, mais pour les maisons et les townhouses, c'est quelque chose à garder en tête. Là, on peut faire par prix. Bon, disons, on va voir tout ce qui est disponible en dessous de 750 000. Active under contract. Non, on va juste mettre active and coming soon. Donc, ce qui est disponible et ce qui va arriver à la vente. Bedrooms, bon, disons qu'on cherche, allez, 2 ou plus. Parce qu'on va mettre des townhouses. Ici, 2 ou plus aussi pour les bathrooms. Et donc, comme c'est une townhouse, ça va être fee simple. Je vous expliquerai rapidement après, mais c'est juste en termes de ownership. OK, donc voilà. Et là, on va pas mettre trop de critères, mais comme vous le voyez, vous pouvez tout choisir. Est-ce que vous voulez l'air conditionné, du chauffage? Est-ce que vous voulez une cheminée? Est-ce que vous voulez waterfront? Est-ce que vous voulez regarder donc l'eau? Bon, on va pas mettre ça parce que je pense que c'est trop restreint. Oups. OK, donc voilà. Donc là, on a tous nos critères. On va voir ce qu'on trouve. Oups. Je crois que j'ai cliqué quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est un système qui est assez... Il y a beaucoup de critères, donc il faut faire attention à ce qu'on clique. Donc voilà, donc là, on est sur la page. C'est comme ça que ça se présente. On peut chercher par carte. Si vous me dites, moi, Mounira, je vais travailler à Tyson's Corner, voilà, ici. Donc, je veux être à côté de... Voilà, je veux être dans cette région-là, maximum. OK. Donc là, on retourne aux critères. Results. Et voilà ce qui est disponible en termes de townhouse. Donc, on a la photo, l'adresse, la ville, le comté, nombre de chambres, nombre de bathrooms, square footage, le prix. Et ce qui est important aussi, le prix au square foot. Donc, vous voyez, c'est pas forcément donné, mais il y a pas mal de choix. Et il y a beaucoup de coming soon. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que là, on a commencé vraiment le spring market assez tôt. Nous, on a eu une offre pour la maison que j'avais mise en vente 2-3 jours après Noël. C'était quand même un petit peu du jamais vu, parce qu'en général, Noël, les gens ne sont pas très actifs. Mais ce sont des acheteurs qui étaient assez intelligents et qui se sont dit, voilà, on va pas perdre de temps, cette maison est disponible, on va mettre une offre parce qu'il n'y a pas de compétition. Et c'est vrai. Voilà, je vous montre rapidement aussi juste Washington, D.C. pour que vous voyez un petit peu la différence. Disons qu'on va chercher pour un condo à Washington, D.C. OK. Vous pouvez vraiment voir tout ce que vous voulez. Wow. Donc là, un penthouse à plus de 2 millions de dollars. C'est pas mal. On a vraiment accès à tout. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, la réalité, c'est que la plupart des acheteurs pour les condos vont être à un budget beaucoup plus raisonnable. Mais disons par exemple, voilà, ici. Donc ça, c'est à côté de Adams Morgan, un quartier très jeune, très vif, complètement refait, magnifique. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. C'est assez intéressant. Maintenant, je vais vous parler juste rapidement des types de biens qui sont disponibles. Juste pour que... Donc, le condo, comme on a vu maintenant, c'est un appartement en fait. Et c'est souvent le premier achat pour un first-time home buyer ou un jeune couple. Pourquoi? Parce que c'est dans la ville, facile d'accès. Il y a souvent des building amenities. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez une gym? Est-ce que vous voulez une salle de conférence? Est-ce que vous voulez avoir accès à une bibliothèque? Ou est-ce que vous voulez avoir un front desk, donc un endroit où la personne garde vos colis? C'est pas mal quand on a une vie assez urbaine. Et voilà, on veut juste fermer notre porte, partir, très simple. Mais il faut faire attention, il y a des condos-filles. Et ces condos-filles, ils vont être pris en compte dans votre paiement mensuel. Donc, attention à bien regarder les condos-filles à chaque fois. Sinon, vous avez donc la single family home, ce qui est la maison traditionnelle, détachée. C'est le choix préféré pour les familles parce qu'il y a souvent un jardin, il y a un garage.
c'est privé et puis surtout l'appréciation est plus importante. Il faut savoir que le condo en général n'apprécie pas autant. Pourquoi? Parce que les condos filles, eux, apprécient. Les condos filles augmentent. Donc, si les condos filles augmentent, la valeur de la maison en général, elle va pas vraiment augmenter autant qu'une maison détachée. Vous avez aussi les townhouses. Alors, qu'est-ce qu'une townhouse? Une townhouse, c'est une alternative à une maison parce que c'est beaucoup plus abordable. C'est spacieux aussi sur plusieurs étages. Il y a souvent des HOA fees, donc à pas confondre avec condo fees, c'est qu'il y a une association. Mais les HOA fees en général sont dans les $200, parfois par mois, parfois même par trimestre. Donc, c'est pas exorbitant. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très demandé, donc c'est bon à la revente. Donc voilà, donc moi, vous pouvez me trouver surtout, je suis très active sur Instagram. Je fais mes visites, je poste des reels, je poste plein d'informations et je suis très aussi abordable sur Instagram. Donc, si vous scannez ce petit QR code ici, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email, m'appeler, m'envoyer un message. Je serai très heureuse de vous aider et de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Merci Voilà. beaucoup, Mounira. C'était très complet. N'hésitez pas à poser des questions maintenant si vous en avez pour Mounira. On va y répondre à la fin. Euh, on a Betty avec nous de HSBC qui va nous parler un peu de comment ça se passe pour se faire financer, qu'on soit déjà aux États-Unis ou qu'on soit arrivé depuis pas longtemps ou qu'on soit encore en Europe et qu'on veut peut-être acheter en amont, à distance. Comment ça se passe avec HSBC, Betty? Super, merci Romain. Super présentation, Mounira. C'était vraiment très, très, très bien ce que tu nous as montré et proposé. Alors, une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Mounira, c'est là où j'arrive avec mes différentes options de financement. Alors, je vais parler de trois différentes catégories de clients. Donc, il y a le client classique qui est résident aux États-Unis ou qui est citoyen. Alors, pour ce genre de client-là, on peut vous financer pour votre maison principale jusqu'à 80% du prix d'achat. Bien sûr, toujours pour n'importe quel genre de client, vous devez toujours être préapprouvé, comme Monira disait, que c'est très important parce que, et pour vous et pour elle, pour pas que vous perdrez votre temps et pour savoir combien est-ce que vous pouvez vous faire qualifier. Donc, il y a toujours trois, trois choses importantes et c'est 3 sur 3 pour être qualifié. Donc, c'est toujours votre revenu principal, votre revenu brut. Euh, Ça, c'est pour ce qui est du revenu. Ensuite, votre credit score et les sous que vous avez pour mettre comme le down payment, le 20%. Donc, vous pouvez acheter votre maison principale, on peut vous donner jusqu'à 80%. Si vous achetez une maison secondaire, c'est jusqu'à 75%. Et une maison locative, c'est jusqu'à 70%. Euh, le mortgage, donc le crédit, va toujours être sous votre nom personnel et le titre de la propriété peut être soit sur votre nom personnel, soit vous pouvez le mettre aussi sur une US LLC ou une US corporation. On a tout genre de taux, des taux fixes, des taux variables et on a en général des taux très compétitifs. Donc ça, c'est plutôt classique pour les clients qui sont américains ou qui ont une résidence, qui sont déjà avec une green card. Maintenant, on a un autre type de clientèle. Alors, par exemple, des clients qui viennent de déménager aux États-Unis ou qui vont déménager. Il y a beaucoup de clients qui se font transférer par leur boîte et qui arrivent aux États-Unis. Donc, ils n'ont pas encore eu le temps de construire leur credit score, qui est très important ici aux États-Unis. Ce genre de clients qui n'ont pas encore le 2 ans requis, 2 ans d'historique d'être aux États-Unis, c'est-à-dire par rapport au travail, par rapport à construire votre credit score, vous n'avez pas eu encore le temps. Donc, dès que vous arrivez ici, même avant d'arriver ici, si on voit quand est-ce que vous allez arriver et que vous avez le visa, le propre visa, on travaille avec beaucoup de visas, là, on peut aussi vous donner jusqu'à 80% pour votre maison principale.
Bien sûr, encore une fois, on vérifie tout. Il faut que vous qualifiez sur votre revenu, sur votre le credit score à ce moment-là. On comprend que vous n'avez pas encore eu le temps de le construire, donc on est plus malléable avec ça. Et aussi, bon, les sous pour mettre pour le down payment. Donc, ça, c'est une deuxième catégorie. Maintenant, la troisième catégorie, ce sont pour les clients qui habitent à l'extérieur des États-Unis et qui travaillent à l'extérieur des États-Unis. Et là, ils veulent s'acheter un pied-à-terre aux États-Unis. Donc, pour ce genre de clientèle, on peut leur donner jusqu'à 70% pour une maison, pour une second home, pour un pied-à-terre, et jusqu'à 60% pour une propriété locative. Alors, la même chose pour ça, on a une façon de vérifier le revenu et le crédit. On comprend que vous n'avez que ce genre de clients-là n'ont ni de numéro d'assurance sociale américain, donc évidemment ils n'ont pas de credit score, ni ils n'ont pas de revenus aux États-Unis, ils n'ont rien du tout, et on peut quand même travailler avec ce genre de clientèle. Donc ça, c'était la dernière catégorie. Il y a une chose qui est importante aussi de savoir, c'est que si vous achetez dans un building, un condo ou un coop, il faut aussi que le building soit approuvé par la banque avec laquelle vous travaillez. Donc, nous, on a déjà une liste déjà de buildings pré-approuvés. Donc, juste vous me donnez l'adresse et on vérifie. S'il n'est pas dessus, on peut faire une review. Aussi, il y a beaucoup de gens qui décident d'acheter cash. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter cash, me revenir tout de suite après et on peut quand même vous offrir du financement. Ça, c'est bien Et Betty, parce que je crois qu'en France, c'est quelque chose qui se fait très très peu, pratiquement impossible. On peut acheter cash et après aller voir une banque et dire refinancez-moi ma maison et comme ça vous ressortez du cash. C'est ça? exactement. Et si vous revenez dans les premiers 6 mois où vous avez acheté, on peut vous redonner exactement le même pourcentage que si vous l'avez acheté avec un mortgage. Par exemple, vous avez acheté une maison principale, vous habitez aux États-Unis, et normalement, on aurait pu vous donner jusqu'à 80%, mais vous voulez être meilleur que le reste de la compétition. Donc, vous nous revenez, bien sûr, toujours le même processus, de toujours vérifier le income, credit and asset. Et on peut vous redonner jusqu'à 80% si vous venez les 6 premiers mois. Si vous venez après les 6 premiers mois, on vous donne à peu près 75%. Donc Aussi, les gens ont intérêt à faire ça pour la négo, c'est ça, c'est ça pour Mounira? Par exemple, quand quelqu'un va venir avec une offre cash, il va peut-être pouvoir négocier 10, 20, 30 000 dollars de discount ou pas du tout. Oui, c'est avantageux sur plusieurs sens, mais surtout sur le fait que les vendeurs en général vont voir les meilleures offres. Et donc, c'est quelle offre a le plus de chances de finir, d'aller à la finish line. Et parfois, il y a des gens qui sont préapprouvés, mais la banque va vouloir faire, par exemple, une appraisal, donc estimer la valeur de la maison, et on va pas pouvoir prêter autant d'argent que l'acheteur pensait. Donc, il y aura peut-être un souci ou parfois même l'acheteur perd son travail, ou bien, enfin, il y a plein de raisons qui font que parfois la transaction ne va pas jusqu'au bout. Donc, avoir un client qui est cash, on peut close, donc signer plus rapidement, et en même temps, c'est un peu un gage de sécurité, mais certains vendeurs n'aiment pas les investisseurs cash. Donc, parce qu'ils parfois, ils ont un peu du mal avec la mentalité. Ils n'ont pas l'habitude. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être représenté par un realtor pour éviter d'avoir ce face-à-face un peu plus costaud. Voilà. Oui, et c'est ça. Donc, il y a ça. Et aussi, je couvre private banking. Donc, avec private banking, il n'y a pas de loan amount qui sont maximum. On peut aller jusqu'à n'importe quel loan amount. Aussi, on peut mettre pour le private banking seulement, on peut mettre le mortgage, donc le crédit, sur une US LLC ou US corporation. Il y a un peu plus de flexibilité, mais bien sûr, private banking, ils veulent plus d'argent déposé chez eux, quoi.
Et voilà, ça veut dire, évidemment, quand ça vient de financement, c'est très, très personnel. Donc évidemment, les gens en général n'aiment pas exposer leur histoire ici sur ce webinaire. Mais Romain va partager nos contacts et bien sûr, ça me ferait super plaisir de parler à tous et chacun séparément, privately, et on peut passer par toutes les étapes. Combien vous pensez que vous pouvez vous faire approuver, quel genre de produits nous avons. Aussi, quelque chose de très différent ici qu'en Europe, c'est que nos mortgages n'ont pas de prepayment penalty. Ça veut dire que vous pouvez acheter et vous gagnez la loterie 6 mois après, vous voulez le repayer, vous pouvez euh, complètement ou partiellement. Donc, ces choses-là sont pas mal flexibles. Et voilà, chaque pays a ses rules and regulations. Et bien sûr, donc c'est pour ça que quand on se parle one-on-one, vous avez tout ce qui vous appartient à vous. Ok, Voilà. merci beaucoup. Alors, on a quelques questions. Je vois que Mounira, en plus, tu as pris le temps d'y répondre par écrit. Je vais les poser. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Fabrice nous demande, pour les investisseurs, quel est le rapport cash on cash dans cette région? Coût de la main-d'œuvre? Est-ce que les prix sont à la baisse? Est-ce qu'il y a des marges de négociation? Merci. Alors oui, donc comme j'ai répondu à Fabrice et en règle générale, à Washington, D.C., en 2023, c'est un chiffre qui est assez important, 25% des achats étaient cash. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des investisseurs. Enfin, faudrait définir le mot investisseur parce que vous pouvez être votre propre investisseur pour vous-même et acheter juste une maison à la fois et décider de déménager tous les 2, 3 ans. Mais moi, quand je parle d'investisseur, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça par métier, hein, qui gagne sa vie comme ça. Mais donc, 25% des achats étaient cash. C'est quelque chose d'assez important. Et c'est quelque chose aussi qui nous dit beaucoup sur le marché, qui veut dire que le marché est vraiment compétitif parce que si vous avez 25% des transactions cash, ça veut dire que vous avez quand même une certaine réserve d'argent dans cette région qui est très riche, de gens qui sont capables de venir à n'importe quel moment et d'acheter des maisons, même un peu plus chères, au compromis, enfin au détriment, pardon, de personnes qui ne peuvent pas dépasser un budget fixe parce que leur banque ne les autorise pas. Donc, oui, la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, elle est très, je ne sais pas comment dire, active. Moi, personnellement, je travaille pour chaque client que j'ai, surtout les vendeurs. Je m'occupe de beaucoup plus que juste mettre l'appartement ou la maison en vente. Bien sûr, m'occupe des photos, du marketing, mais je suis une grande source en termes de ressources de contracteurs, ouvriers, peintres. Je connais énormément de gens. Donc là, par exemple, pour la maison qu'on a mis en vente, on a tout rénové. Et ils ont gagné. Confirme. Ouais, Je, ils ont gagné. je suis Mounira depuis un an sur les réseaux sociaux, depuis le dernier webinaire, et je vois qu'il y a beaucoup de travaux qui ont lieu dans les propriétés. Ah ouais, ouais, parce que c'est une bonne manière de gagner en fait en valeur et de gagner de l'argent parce que vous achetez quelque chose et à l'œil d'une personne normale, ça n'a pas vraiment de valeur, mais il suffit d'engager quelqu'un et de faire un peu de travaux et vous pouvez vraiment gagner beaucoup. Donc, si vous avez le profil investisseur, Fabrice, oui, c'est une bonne région pour ça. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de foreclosure, par exemple, parce que c'est une région riche, une région qui a quand même un fort emploi par rapport à d'autres régions aux États-Unis. Mais il y a des offres. Moi, j'en vois à Washington, D.C., je vais les visiter même pour moi-même. J'aime l'investissement, ça m'intéresse. Et je vois des maisons qui sont à 500 000, 600 000, qui devraient être à 780, 800 000. Donc, ça dépend de combien vous voulez investir, de ce que vous voulez faire, mais il y a vraiment des opportunités, oui. Parfait. On a Bruno qui demandait, est-ce que ça aide beaucoup d'être déjà proprio d'un appart si on veut évoluer vers une maison ou pas vraiment? Oui, alors pour cette question, Bruno, je n'étais pas sûre si vous demandiez si c'était, par exemple, une étape à avoir en termes d'acheter la maison d'abord, enfin d'acheter l'appartement et après la maison. Non, parce qu'il y a pas de règle. Vous pouvez acheter une maison si... Moi, personnellement,
je préfère que les gens achètent ce qui leur convient et ce qui a plus de sens pour eux. Donc, si vous restez quelques années et que vous me dites que vous voulez revendre, on va regarder les prix à la revente, on va regarder les marchés, on va regarder ce qui a plus de sens pour vous. Si vous avez besoin d'une maison parce que vous avez une famille, parce que vous voulez aller dans cette école, parce que vous voulez être dans ce quartier, oui, ça va être un peu plus dur. On va devoir acheter cette maison et on va devoir peut-être être en compétition. Mais l'appartement, si vous avez un appartement et que vous le vendez, oui, c'est mieux de vendre avant parce que vous pouvez financer moins et donc payer moins d'intérêts avec la banque. Et surtout, quand il y a de la compétition, les vendeurs préfèrent ne pas avoir on appelle ça un contingency, donc une condition qui est rattachée à votre offre. Par exemple, qui veut dire que, voilà, je vais acheter votre maison sous condition que j'arrive à vendre mon appartement euh, à un certain prix et que je puisse réinvestir l'argent pour payer l'apport pour la maison. Vous voyez, donc ça dépend de votre profil. En fait, j'ai pas bien saisi si vous étiez propriétaire ou si vous vouliez savoir quelle étape était la première en termes d'être propriétaire. Bruno, on peut vous donner la parole si vous avez accès à votre micro. Euh, Moi, je cache les noms de famille. Donc, on a juste le prénom. Et si vous pouvez avoir accès à votre micro, je peux vous donner la parole. Il nous reste 4 minutes. Ouais, merci beaucoup à tous. C'est très, très informatif. Oui, donc j'ai mon appart, ça fait 12 ans, on l'a payé, et je paye un mortgage, ça fait 12 ans. Et avec ma femme, on pense à grandir et à commencer une famille à un moment et trouver des boulots autre part que dans DC, plus dans la Virginie et dans le Maryland. Et donc, je me demandais si c'était mieux de garder l'appart, de continuer à le louer et d'essayer de partir dans euh, that route, ou bien de le vendre et d'acheter une nouvelle maison et de l'oublier, en gros. Oui, alors d'accord, je comprends. C'est une très bonne question. Euh, Ça dépend de votre profil, ça dépend de où est l'appartement. Mais moi, je pense que si vous pouvez le louer et couvrir votre paiement mensuel de mortgage, définitivement, gardez-le. Ça dépend d'où il est. Enfin, on peut faire une consultation gratuite et Ouais. on peut parler, mais c'est sur le long terme que ça va rapporter. Donc oui, moi, je conseille qu'il faut le garder. Mais ça dépend de combien vous pouvez être approuvé par rapport à votre revenu, tout ça. Mais définitivement, comme Monira dit, une fois que vous parlez avec Monira et avec moi, là, on peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, pour combien vous pouvez vous faire approuver, tout ça. Et là, vous verrez. Parfait, merci beaucoup. Mhm. Voilà, il nous reste 2 minutes. Si jamais, je vois qu'il reste encore pas mal de monde connecté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, Mounira, est-ce que tu peux repartager peut-être ton écran vers le QR code? Comme ça, les gens peuvent t'écrire sur Instagram. Pour tous ceux qui nous regardent en replay, vous pourrez toujours scanner ce code en 2024 ou en 2025. Mounira n'a pas prévu de bouger d'ici là. Euh, Dans le chat du webinaire, j'ai mis l'email de Betty et de Mounira pour ceux qui veulent leur écrire par email. Si vous nous regardez sur LinkedIn et que vous n'arrivez pas à trouver des contacts, écrivez-moi et je pourrai toujours vous les renvoyer. Mais normalement, tout est dans la description. Donc voilà. Et là, vous avez le QR code de Mounira qui s'affiche pour la contacter sur Instagram. Je vais aussi rapidement faire un partage d'écran. Alors. Euh, on m'envoie souvent des mails pour me demander le replay d'un webinaire sur différents sujets. Alors, si jamais vous ne trouvez pas tous les webinaires de French Morning, donc vous allez sur frenchmorning.com, donc là, Washington, vous descendez tout en bas, et là, c'est webinaire. Donc, vous cliquez sur webinaire, et là, vous retrouvez tous les webinaires. Donc, vous voyez, là, le webinaire d'aujourd'hui est là. Et donc, tout ce qui a été fait depuis le premier jour du Covid, il y a 3 ans, est là. Donc, vous pouvez tout retrouver là. Voilà. Super. Merci à toutes les deux. Merci. Bon après-midi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Au revoir tout le monde.